Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est l'heure maintenant de votre petit journal du Japon, votre rendez-vous chaque dimanche sur l'actualité du Japon. Comme d'habitude, vous aurez les chapitres en bas pour sauter vers la news qui vous intéresse. Et ensuite, dans la description, vous retrouverez tous les liens vers les articles qui m'ont servi à faire ce journal. Nous allons parler aujourd'hui de l'ouverture du parc Ghibli en fin d'année et on en profitera pour parler aussi de la prolongation du Gundam Factory à Yokohama et aussi de la fermeture malheureusement du musée Edo à Tokyo. Nous poursuivrons avec l'actualité Covid au Japon avec malheureusement une augmentation des cas qui continue et ça a quelques conséquences, notamment nous verrons que beaucoup de crèches sont fermées. Nous terminerons cette semaine par du racisme avec malheureusement deux affaires qui ont défrayé la chronique cette semaine. La première affaire concerne le président régional de l'OMS, qui est un japonais, qui a été accusé de racisme. La deuxième affaire concerne un homme vietnamien qui est venu au Japon dans le cadre d'un programme pour des stagiaires techniques, pour que des personnes d'Asie puissent venir au Japon pour apprendre des nouvelles techniques et puis en même temps travailler au Japon, ça répond à une demande de main-d'œuvre ici. Et donc cet homme a subi des sévices et il y a eu des vidéos qui ont fuité et donc ça a créé pas mal de scandales. Voilà pour les titres. Alors avant de commencer avec le premier sujet, une petite info, j'ai été interviewé il y a quelques jours par une petite radio qui s'appelle Collective. Je vous mets le lien dans la description en bas. Et donc lundi à 17h, vous pourrez écouter cette interview dans leur émission qui est consacrée au Japon et qui sera diffusée donc à la radio et aussi on peut l'écouter sur leur site internet. Voilà, toutes les infos dans la description. Première information cette semaine, c'est une bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'ouverture prochaine du parc Ghibli. Donc le 1er novembre 2022, ce parc ouvrira à côté de Nagoya. Nagoya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande ville, c'est à 300 km à l'ouest de Tokyo. Et donc le parc Ghibli sera situé à l'intérieur du Aichi Expo Memorial Park. Et dans ce parc, on trouvera notamment un Totoro de 5 mètres de haut dans lequel les enfants pourront rentrer, et il y aura également 5 zones avec des bâtiments et des paysages qui ne seront pas sans rappeler les paysages du château ambulant ou du château dans le ciel par exemple. Alors il faut savoir que dans ce parc, depuis 2005, on peut déjà visiter la maison de mon voisin Totoro. Il y a une reproduction avec tous les décors, tous les meubles exactement, et on peut la visiter depuis 2005. J'y suis allé, c'est plutôt sympa, c'est très mignon, donc si vous êtes fan de mon voisin Totoro, ça vaut le détour. Pour l'instant, à part ça, dans le parc, il n'y avait pas grand chose, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle que ce parc Ghibli ouvre à l'intérieur de cet immense parc d'exposition. Et on apprend également que d'ici fin 2023, de nouvelles zones seront accessibles, notamment une inspirée de Princesse Mononoke, et une autre inspirée de Kiki la petite sorcière. Voilà, pour les fans de Ghibli, on avait déjà le musée Ghibli à côté de Tokyo, dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines, et qui maintenant se porte plutôt bien. Alors moi j'y étais allé il y a quelques années, j'avais pas trouvé ça extraordinaire, il n'y avait pas beaucoup de produits dérivés, mais tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez eu la chance de le visiter, et dites-moi aussi si vous avez hâte de visiter ce nouveau parc Ghibli à Nagoya. Voilà pour le parc Ghibli, mais il y a une autre bonne nouvelle cette semaine, c'est que le Gundam Factory, qui est situé à Yokohama, et dans lequel on peut voir notamment une reproduction à taille réelle d'un Gundam, qui fait 18 mètres, eh bien, il devait fermer ses portes le 31 mars de cette année, et finalement ça a été repoussé au 31 mars de l'année prochaine. Donc si vous êtes au Japon ou si par miracle les frontières ouvrent bientôt, au moins pour certaines personnes, eh bien vous aurez l'occasion d'aller le voir. Alors attention, il y aura des travaux entre mi-mai et mi-juillet, donc pendant cette période ça sera peut-être pas accessible, mais le reste de l'année jusqu'au 31 mars 2023, vous pourrez y aller. Une mauvaise nouvelle quand même cette semaine, c'est la fermeture prochaine du musée Edo. Comme son nom l'indique, ce musée est situé à Tokyo et il montre donc l'époque Edo. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, à faire et à voir dans ce musée qui vaut vraiment le détour. Alors, il ne va pas fermer de manière définitive, mais à partir du 1er avril, il fermera pour au moins 3 ans pour faire des opérations de rénovation. Alors effectivement, c'est le bon moment parce que non seulement le musée est ouvert depuis 1993, donc il commence à dater, et puis, évidemment, la majorité des personnes qui venaient dans ce musée, c'était des étrangers. Donc, comme il n'y a pas d'étrangers, c'est peut-être le bon moment d'en profiter pour rénover ce musée. Personnellement, j'y suis allé une seule fois, il y a plus de 10 ans, c'était avec mon école de japonais, et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un très grand musée, très intéressant. Il y a des reproductions de maisons d'époque, et il y a beaucoup d'informations. Et depuis lors, eh bien, à chaque fois que des amis ou de la famille viennent au Japon, eh bien, je leur conseille d'y aller, et tout le monde a vraiment adoré. Donc voilà, si vous êtes au Japon, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 1er avril. Si vous n'êtes pas au Japon, malheureusement, il faudra attendre plusieurs années avant que les frontières réouvrent et avant que ce musée réouvre. Ah, et vous le savez peut-être si vous êtes déjà fan de Gundam, mais il y a aussi un Gundam de 25 mètres de haut qui est à Fukuoka, dans un centre commercial. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous êtes plutôt vers Kyushu, eh bien allez faire un tour à Fukuoka. Bien, passons maintenant à la situation Covid au Japon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de cas explose vraiment depuis quelques jours et on déplore à Tokyo samedi 17 000 personnes positives, 85 000 dans tout le pays, et il y a quand même 734 personnes hospitalisées au niveau national avec des symptômes assez graves.
Et on déplore aussi 39 morts samedi dans la journée. Alors on est très très loin encore des chiffres des autres pays, mais la situation commence vraiment à inquiéter les autorités, et surtout les autorités sont dépassées par le nombre de demandes de tests. Il faut savoir qu'avant les tests étaient payants et il fallait répondre à pas mal de critères, mais depuis quelques semaines, j'en avais déjà parlé, les tests sont devenus gratuits. Et donc tout le monde se fait tester, même des gens qui n'ont pas de symptômes. Et le résultat, c'est que 1, il y a beaucoup de positifs, évidemment, plus de tests, plus de positifs. Et 2, c'est qu'il n'y a pas assez de tests. Face à la demande, le gouvernement a fait marche arrière et maintenant ils vont prioriser donc les endroits qui en ont vraiment besoin, demander aux gens qui n'ont pas de symptômes de ne pas se faire tester et aux établissements de santé de privilégier les gens qui ont des symptômes. Toujours à propos du Covid, la durée de quarantaine qui était passée de 14 jours à 10 jours pour les cas contacts passe maintenant de 10 jours à 7 jours. Si ça continue, il n'y aura plus de quarantaine dans quelques semaines. En tout cas, c'est une bonne chose. Donc, c'est valable pour les cas contacts et c'est également valable, comme la dernière fois, pour les personnes qui arrivent à rentrer au Japon, que ce soit des Japonais ou des résidents permanents pour l'instant. Pas de nouvelles concernant les étudiants ou les autres personnes, mais vraiment cette semaine, dans tous les journaux, chaque jour sur Internet, il y avait des nouvelles, il y avait des articles qui expliquaient que les étudiants étaient vraiment désespérés, que beaucoup de personnes, pas des étudiants, mais qui sont séparés de leur famille aussi, demandaient au gouvernement de laisser rentrer certains étrangers en tout cas. Et il y a même le chef du plus gros lobby des affaires au Japon qui a appelé le Premier ministre à cesser cette fermeture des frontières parce que ça nuisait à l'économie et qu'il était difficile de faire du business. Donc peut-être que le gouvernement ne sera pas forcément ému par les plaintes des étudiants, mais peut-être que cet appel donc, du chef du lobby des affaires aura plus d'influence. Et enfin, comme j'en ai parlé dans les titres, il faut savoir que beaucoup de crèches, plus de 300 au niveau national, eh bien, sont fermées pour cause de personnes cas contact ou de personnes contaminées. Alors il faut savoir que les crèches au Japon, c'est réservé aux familles dont les deux parents travaillent. Et il faut justifier de plus de 20 heures de travail par semaine, je crois, pour y accéder. Et il y a plusieurs autres conditions. Donc voilà, si les crèches ferment, eh bien, ces parents ne peuvent pas aller travailler. Et donc ça peut causer des problèmes, notamment chez par exemple les infirmières. Il y a déjà eu des cas où les hôpitaux étaient en manque d'infirmières, donc c'était lors de la première vague ou de la deuxième, je ne sais plus, parce que beaucoup d'infirmières avaient dû rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants. Au niveau national, le ministère de la Santé a demandé si possible que les crèches restent ouvertes pour que les gens puissent continuer à travailler et que la société ne s'arrête pas. Mais les municipalités ont tout de même le pouvoir de demander la fermeture des crèches, ce qui a été fait notamment donc à Yokohama, à Osaka et aussi à Nagoya. Alors les crèches au Japon, c'est assez différent des crèches en France. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment élever un enfant au Japon de 0 à 5 ans, où j'expliquais en détail la différence entre les crèches et les écoles maternelles. Mais pour la version courte, les crèches au Japon, c'est de 0 à 6 ans. Et il y a certaines crèches de 0 à 3 ans, mais d'autres de 0 à 6 ans. Et donc c'est réservé aux parents qui travaillent. Et par contre, les écoles maternelles, c'est de 3 ans à 6 ans. Tout le monde peut y aller, mais vraiment, ça demande pas mal de temps. Donc, en général, il y a au moins un des deux parents qui ne travaille pas. Et elles ne dépendent pas du même ministère. Donc, voilà, si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo sur comment élever un enfant au Japon. J'avais tout expliqué dedans. On termine ce journal avec de tristes affaires de racisme. Donc, la première concerne Takeshi Kasai, qui est le président de l'OMS pour la région Pacifique Ouest. Et donc, il a été accusé cette semaine de déclarations racistes et discriminatoires. Il aurait notamment dénigré certains pays d'Asie de la région et aurait dit, je cite, que l'augmentation du cas de Covid dans certains pays de cette région viendrait de leur manque de capacité dû à leur culture, leur race et leur niveau socio-économique inférieur. Voilà, sans commentaire. Il est également accusé de nombreuses brimades contre les employés du siège de l'OMS qui est situé aux Philippines pour cette région, et donc d'instaurer une ambiance de travail toxique, et donc beaucoup de membres de son personnel se sont plaints de cela. Et il est également accusé d'avoir fourni des informations confidentielles au Japon concernant notamment les vaccins. Le gouvernement japonais a nié de son côté avoir reçu des informations confidentielles, mais il a dit qu'il suivrait de très près l'enquête menée par l'OMS pour savoir si les accusations contre M. Kasai étaient fondées. Une autre affaire très sombre dont on a parlé il y a quelques jours et qui a refait surface encore cette semaine, c'est le cas d'un homme vietnamien qui est venu au Japon dans le cadre d'un programme pour stagiaires techniques. Et pendant les 2 ans où il était au Japon dans une société de construction, il a été frappé à plusieurs reprises par ses collègues. Il y a des vidéos qui circulent où on le voit se faire maltraiter et recevoir des sévices physiques de la part de ses collègues. Et cette vidéo a d'ailleurs été diffusée par un syndicat de travailleurs qui essaye de défendre son cas. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec ce programme de stagiaires techniques, et le ministre de la Justice, donc M. Yoshihisa Furukawa, a demandé au service d'immigration d'ouvrir une enquête et de prendre immédiatement des mesures pour que cessent les violations des droits de l'homme à l'encontre des stagiaires techniques,
étrangers. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de stagiaires techniques qui viennent au Japon avec ce programme. Et fin 2021, il y avait 350 000 stagiaires techniques venus principalement des pays d'Asie du Sud-Est qui travaillaient au Japon. Ce programme est censé à la base leur permettre de travailler, de gagner leur vie et aussi d'apprendre des techniques dans certains domaines comme notamment la construction, l'agriculture ou l'industrie alimentaire. Et du côté du Japon, eh bien, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre parce qu'il y a un grand manque de main-d'œuvre, vous le savez maintenant. Et il faut savoir que ce programme est souvent accusé de fournir de la main-d'œuvre pas chère aux sociétés japonaises simplement et de pas forcément s'intéresser au développement technique des pays en voie de développement dans la région Asie notamment. Et beaucoup de stagiaires se sont plaints déjà par le passé de violences physiques ou verbales, d'être exploités et de recevoir des salaires vraiment ridicules. Donc voilà, toutes les sociétés ne sont pas comme ça évidemment, mais il y a beaucoup de sociétés qui abusent de ces pauvres stagiaires. Ce racisme est surtout pointé contre les personnes d'Asie du Sud-Est qui viennent ici au Japon et qui ont besoin de l'argent qu'ils gagnent ici pour subvenir aux besoins de leur famille par exemple. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez sombre et j'espère que le gouvernement et que cette enquête et que cette affaire améliorera les choses. Alors un petit mot personnel à propos du racisme. Alors on entend souvent dire que les Japonais sont racistes. Alors moi je suis français, je suis blanc, donc déjà j'ai de la chance. Si j'étais chinois ou vietnamien, ça serait peut-être pas du tout la même chanson. Mais en tout cas, quand on est français, que ce soit blanc, arabe ou noir, j'ai déjà entendu d'autres témoignages ou rencontré d'autres personnes qui m'ont dit la même chose, eh bien au jour le jour, vraiment, on n'a aucun racisme. Donc voilà, c'est des cas isolés, j'espère, et qui sont ciblés surtout contre des personnes d'Asie du Sud-Est, malheureusement, et par des sociétés peu scrupuleuses. Mais il faut savoir que la majorité des Japonais ne sont pas du tout comme ça. Donc si vous venez au Japon, normalement, j'espère que vous n'aurez pas ce genre de problème. Alors avant de nous quitter, un petit mot sur l'affiche qui est derrière moi. C'est un animé, donc hop, qui s'appelle Osama Ranking. Et donc c'est un super animé. Donc Osama Ranking, en anglais c'est Ranking of Kings, le classement des rois. Et c'est vraiment un super animé que j'ai découvert il y a quelques temps. Il est disponible au Japon sur Amazon Prime Video. Le dessin est assez enfantin, comme vous pouvez le voir, ou comme vous l'avez peut-être vu. Mais vraiment, les thèmes abordés sont très adultes. Il y a beaucoup de rebondissements. C'est vraiment très prenant. Je vous conseille notamment de regarder le générique de début avec une musique incroyable. Je l'écoute en boucle depuis 2 semaines. Cet animé cartonne vraiment au Japon. C'est très populaire. C'est adapté d'un manga, évidemment. Donc je vous mets les infos et les liens dans la description. Je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil si vous êtes amateur d'animé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Et moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos.